Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les parcours d'Alia un peu impressionnants, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Albert Lévy, chef d'entreprise en Israël depuis 24 ans, homme d'affaires, diplômé de sciences politiques en France, de l'école ESSEC. Il a aussi un master de sciences économiques. Il est complètement intégré à la société israélienne. Il fait maintenant de la politique et c'est un plaisir de l'accueillir. Bonjour Albert Lévy. Bonjour, merci de me recevoir. De rien. Alors, il y a 24 ans, vous décidez de faire vos valises et de venir vous installer en Israël. Pourquoi ce choix ? Écoutez, j'ai reçu une éducation très sioniste, essentiellement par mon papa. Et donc, il y a toutes les raisons du sionisme qui sont bonnes à prendre. Et il y en a une qui est peut-être dominante, c'est qu'on avait avec mon épouse une crainte que nos enfants et leurs enfants et les enfants de leurs enfants s'assimilent, le risque classique de l'assimilation, ce qu'on appelle la hitbolelout, qui est un risque réel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair qu'il n'y a pas d'avenir à long terme pour les Juifs en dehors d'Israël. Voilà. Donc c'est ça qui vous a décidé. Comment vous avez pris vraiment la décision, on va dire à quel moment ça a basculé ? On vous a dit ça y est, c'est plus possible. Non, il y a eu un moment. Ma fille aînée a fini sa CM2. On était dans une école juive sioniste, pas spécialement religieuse, mais qui respectait les fêtes, tout ça, cache-route et tout, très bien. Et on devait décider si on la mettait dans un lycée public ou si on la mettait dans un lycée religieux. D'abord, c'était loin de chez nous géographiquement, et puis nous sommes des juifs traditionnalistes. Enfin, je déteste ce genre d'étiquette d'ailleurs. C'est pas tellement d'ailleurs dans notre culture francophone ou pour la plupart des juifs qui viennent d'Afrique du Nord. Je déteste ce genre d'étiquette, mais enfin le fait que on n'était pas sûr que ça lui conviendrait, que ça nous conviendrait, et donc on s'est dit l'opportunité pour nous, c'est d'aller en Israël et de vivre là-bas, et on met nos enfants à l'école publique. Et comme ça, on leur a plus de problème. Et comme ça, tout va bien. Et surtout, ça évite le risque d'assimilation de nos enfants à très long terme. Sauf que vous ne saviez pas qu'ici aussi, il fallait choisir son école en fonction de son appartenance religieuse. Oui, je trouve ça lamentable d'ailleurs. Je trouve ça lamentable. C'était la surprise de l'Alia. On devrait enseigner un petit peu plus de judaïsme et dans les écoles. On devrait faire une seule école avec un peu plus de contenu juif. Ça fera de mal à personne. Et je trouve d'ailleurs les accusations de Haddata, donc qu'on entend un peu partout dans les rangs de la gauche israélienne, je trouve ça lamentable. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc finalement, vous décidez de régler le problème en faisant votre alia, mais vous ne faites pas une alia à coup de tête, vous vous préparez bien évidemment, vous apprenez l'hébreu, vous vous inscrivez au Langzo. Tout à fait. Avec mon épouse, on avait décidé qu'on était jeunes. J'avais 41 ans quand on a pris la décision, 42 quand j'ai fait mon alia, mon épouse est 4 ans plus jeune que moi. Et on avait décidé qu'il n'était pas question qu'on soit des citoyens de seconde zone et des citoyens sougbet, comme je dirais en hébreu, et que donc on devait parler parfaitement l'hébreu. Donc on a passé la première année de la licence d'hébreu à Langzo à Paris, extrêmement intéressant. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent en France, je leur recommande vivement de faire la même chose et même de faire les 3 années de la licence. Super intéressant et ça donne une première base, insuffisante complètement pour vivre en Israël. Et ici, on a continué en le faisant un ulpan de haute qualité, celui de l'université de Tel Aviv. Et j'ai en parallèle fait 3 ans d'études sciences politiques à l'université de Tel Aviv, ce qui m'a vraiment donné un boost. Ça, c'est quand vous êtes arrivé, mais vous allez un peu vite. En besogne, vous choisissez comme ville d'intégration Herzliya. Pourquoi Herzliya ? Pour 3 raisons. La première, c'est que d'abord, je suis un amoureux de la mer. J'ai un bateau, j'ai traversé l'Atlantique avec mon épouse. Je navigue à la voile depuis longtemps. Et je plonge, je nage. Donc, je voulais être près de la mer pour toutes ces raisons-là. Ensuite, je voulais être près de Tel Aviv, puisque je suis un homme d'affaires, donc j'avais l'intention de créer une entreprise, ce que j'ai fait par la suite. Et puis aussi, je voulais étudier dans une bonne université. Et l'université de Tel Aviv, elle est Ramat Aviv, donc elle est vraiment à quelques kilomètres, enfin elle est tout près, elle est à 20 minutes au maximum de Herzliya. Donc pour moi, c'était la bonne combinaison Herzliya entre les affaires, ma volonté d'apprendre à l'université et la proximité de la mer. Voilà. Vous étiez un peu un électron libre parce que venir à 42 ans, se dire qu'on va reprendre des études en Israël, en hébreu, dans une langue que vous ne maîtrisiez pas vraiment, les gens devaient vous regarder un peu bizarrement, non ? Alors, ceux qui me regardaient bizarrement, figurez-vous, c'était les Juifs. Quand j'ai annoncé ça à mes amis en France, que je faisais mon alia, la plupart de mes amis juifs m'ont dit « Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël ?» Ils m'ont dit ça sur le même ton que si je leur avais annoncé que je partais au Brésil. Par contre, mes amis non juifs, ils ont parfaitement compris. Sous-entendu, il n'y a aucun problème, tu rentres dans ton pays, tout va bien.
Voilà, c'était assez intéressant d'observer cette différence de comportement. Donc vous faites des études en hébreu, vous inscrivez en Sciences Po, comme vous nous l'avez dit. Alors comment on fait quand on ne maîtrise pas l'hébreu pour suivre des cours, pour apprendre la langue? C'est une bataille quotidienne. Il faut être assez têtu. D'abord, il faut faire l'Ulpan en parallèle et celui de l'université en particulier parce qu'il est d'un bon niveau. Et ensuite, franchement, pendant la première année, même pendant la première année et demie, les cours, j'avais l'impression d'écouter un professeur parler chinois. Donc j'allais avec un magnétophone, carrément, j'enregistrais le cours et quand je rentrais chez moi, je faisais retour arrière, stop, le dictionnaire à côté, etc., pour être prêt au cours suivant. Puis petit à petit, ça rentre. Et puis aussi, je m'étais imposé de lire un petit article. Enfin, au début, c'était un petit article, puis c'est devenu un article plus gros et encore plus gros, puis après, c'était tout le journal. Et je me suis imposé cette discipline de le faire tous les matins, de lire le journal, au petit déjeuner, avec lire le dictionnaire. Journal. Voilà, et absolument. Ça, c'est une méthode qu'on entend souvent. Apparemment, ça marche, puisqu'aujourd'hui, 24 ans après, vous êtes complètement fluent. Absolument, et ça marche. Pour moi, ça a marché. Je le recommande à tous les gens. Et non seulement je le recommande. Ça marche pas. On lit pas le journal d'un coup. Ça se fait progressivement, mais ça se fait. Et on augmente sa vitesse de lecture aussi. Voilà. Je recommande vivement, et je souligne encore une fois, on le soulignera jamais assez, que c'est fondamental de bien parler l'hébreu pour s'intégrer en Israël. Mmh. Alors, vous avez plongé dans la société israélienne, vous, mais aussi votre femme, qui est médecin, qui a travaillé à la Coupat Cholim, vos enfants. Alors, comment on fait aujourd'hui? Parce que, je vous pose la question, parce que les nouveaux arrivants, on va dire, ont plus de mal à se déconnecter de la société française, parce qu'il y a la télé en français aujourd'hui, parce qu'on peut écouter de sa voiture, eh bien, on se connecte avec son smartphone, on écoute la radio en français de France. On peut écouter Europe 1 alors qu'on est dans les embouteillages à Tel Aviv. Comment on fait pour se déconnecter? Écoutez, chacun a ses méthodes. Moi, j'ai adopté une attitude un peu dictatoriale dans ma famille. J'ai dit à tout le monde qu'on devait se couper complètement de l'environnement français pendant au moins 2 ans et qu'on aurait des cours particuliers, enfin les enfants des cours particuliers d'hébreu, en plus des cours qu'ils avaient à l'école, et moi, comme je l'ai indiqué, à l'université. Et je leur ai dit, on est en Union soviétique, je confisque les passeports, personne n'a le droit d'aller à l'étranger, et surtout pas en France, pendant 2 ans, pour complètement s'immerger dans la société israélienne. Et je leur ai martelé ce message sans arrêt. Et ça a très bien marché, tant et si bien qu'après 2 ans, mes enfants étaient impeccables en hébreu, et je leur ai dit maintenant, on a fini avec les cours particuliers en hébreu, mais on va passer aux cours particuliers en français. En français. Ok, alors après cet apprentissage, on va dire, de la langue, vous avez finalement, vous êtes lancé dans la création d'une société de gestion de portefeuille, mais ça n'a pas été une mince affaire. Alors ça n'a pas été une mince affaire, surtout avant de créer l'entreprise. C'est ça. Parce qu'il fallait obtenir le permis de gestionnaire de portefeuille en Israël. Et là... Ça dépend de quelle institution, de quel ministère. En hébreu, c'est la Réchoute les Nierot Erer, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle en France l'AMF, c'est l'autorité de surveillance des marchés. Donc en Israël, il y a 160 professions réglementées, ce qui est un cauchemar pour beaucoup d'Olim. Et ça a été donc dans mon domaine à moi, auquel je me suis intéressé à ce moment-là de ma vie d'homme d'affaires, ça a été un cauchemar puisqu'il a fallu passer 6 examens. Après une lutte administrative épouvantable, ils m'ont donné... Malgré vos diplômes. Malgré vos diplômes. J'aurais dû avoir 5 ptorim, 5 exemptions. 5 exemptions. 5 exemptions. Au vu de mes diplômes, j'en ai obtenu que 3 après beaucoup de batailles. Ouais. Et donc, j'ai consacré encore une année d'études en dehors de l'université de Tel Aviv, cette fois-ci dans un institut spécialisé, pour préparer les examens de l'autorité de marché en question et les passer. Et après les avoir passés, le parcours du combattant n'était quand même pas fini. Il fallait trouver un stage, ce qui n'est pas Donc là, vous aviez 50 ans, on va J'avais dire. 50 ans. À 50 ans, c'est pas du tout évident de trouver un stage. Marron. Et donc, ça m'a pris encore 5 mois et demi de recherche intensive. J'ai fait ça pratiquement à plein temps pour trouver un stage. Alors, qui vous a tendu la main ? Alors, un francophone, pas un français, un belge, qui a compris ma situation, qui a eu un peu pitié de moi, qui m'a dit « Allez, viens faire ton stage, je connais tes qualités. Tu le feras avec moi ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, avec grand plaisir, mais tu connais mon profil, mais tu me considères comme un stagiaire. Tu m'envoies à la poste amener le courrier, je colle les timbres, je te fais le café, et je te fais les photos. » Je l'ai fait absolument pendant 9 mois, de 9h du matin à 15h, tous les jours. Un vrai stagiaire. Un vrai stagiaire. Ça vous a appris quand même ou c'était... Non, ça m'a quand même appris des choses. On apprend toujours. On apprend toujours, quel que soit l'environnement. J'ai plus découvert les marchés israéliens que je ne connaissais pas. Je connaissais les bourses occidentales, notamment les bourses américaines. Je connaissais assez bien, même très bien. Par contre, il
fallait que j'apprenne mieux la bourse israélienne. Donc, de ce point de vue, c'était bien. Et puis après ça seulement, j'ai pu créer mon entreprise de gestion de portefeuille. Donc ce processus, il m'a pris pratiquement 2 ans et demi. Ce qui montre à quel point c'est quand même très difficile quand on se heurte à une bureaucratie qui est très étanche, de faire son alia quand on a une profession réglementée. Voilà. Et parce que pourquoi Qualita travaille beaucoup Absolument. avec Esther Blum pour faciliter justement les équivalences pour ceux qui ont des professions qui sont réglementées en Israël. Absolument. Pas simple, c'est une lutte J'applaudis des 2 mains à ce que vous faites. C'est absolument indispensable. C'est vraiment une mitzvah. On espère que ça aidera encore beaucoup de gens. Alors, vous avez réussi au bout de 2 ans et demi à monter votre boîte. Vous avez travaillé pendant 15 ans, au moins. Oui, enfin 15 ans en Israël. À part toutes les années où j'ai travaillé en France avant de venir Évidemment, pendant dans 15 domaines. ans. En parallèle, vous avez même monté une autre structure aux USA. Vous avez bossé avec les USA. Voilà, absolument. Voilà. Et tout allait bien. Oui. Et puis, en 2011, on vient taper à votre porte. Oui, vient taper à ma porte un de mes amis chers, un garçon brillantissime que vous connaissez sûrement. Je crois que vous l'avez interviewé d'ailleurs. Il s'appelle Emmanuel Navon. Il est présent dans la scène médiatique francophone sur le plan politique. Et il m'a demandé de le soutenir pour poser sa candidature au Likoud et être dans une bonne position aux élections primaires du Likoud. Ça se passait en 2011. Alors, vous n'étiez pas du tout impliqué en politique. Vous suiviez, bien sûr, parce que vous avez, on peut dire que vu votre parcours estudiantin et en France et en Israël, on peut dire que vous avez une acquaintance pour la politique, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais vous n'étiez pas engagé. Exactement. Jusqu'à l'âge de 59 ans, donc en 2011, j'avais toujours pas adhéré à aucun parti politique. Et malgré mes 3 années d'études en sciences politiques en France et en Israël encore 3 ans en hébreu. Et donc quand Emmanuel m'a approché, j'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord c'est un ami, deuxièmement que je considère quelqu'un de haute qualité, et d'autre part parce que ses idées et celles du Likoud, le parti auquel il m'a proposé d'adhérer, j'ai une idéologie voisine. Aussi bien d'Emmanuel que du Likoud. Donc vous êtes retrouvé un peu là-dedans, donc vous avez dit pourquoi pas. Oui, donc j'ai adhéré pour être un membre Minha Shura, comme on dit en hébreu, un membre simple. Et j'ai soutenu sa candidature. J'ai aussi soutenu à cette époque-là 2 autres candidatures, celle de Tzipi Hotobeli, qui est actuellement vice-ministre des Affaires étrangères, et de Moshe Feiglin, que j'ai connu et rencontré à ce moment-là, et qui est par la suite devenu, qui a été élu dans ces élections-là, qui a été même vice-président de la Knesset pendant cette 19e Knesset. Voilà. Puis ensuite, quand on est arrivé à la 20e Knesset, mon ami Emmanuel Navon a démissionné du Likoud parce qu'il avait été dégoûté du fonctionnement intérieur du Likoud, et puis d'autre part par le manque de fidélité du Likoud à ses propres idéaux. Et Moshe Feiglin a, lui, été victime d'une cabale qui fait qu'il n'était pas en bonne position aux élections à la 20e Knesset. Et donc, quelques temps après, il a démissionné et il a créé le parti Zehut, qui veut dire donc identité en français. Et il a pris contact avec moi. Parce qu'en fait, vous étiez, pendant que son parti, vous étiez toujours membre du Likoud. Oui, par inertie. Un peu tout seul, quoi. Par inertie, j'étais toujours au Likoud, mais j'étais un peu orphelin, puisque sur les 3 candidats que j'avais soutenus, il n'y en avait plus que 2. Vous aviez pris goût à la politique déjà ou pas ? Vous avez pris goût à au fait de rentrer, d'être un membre actif J'ai toujours eu du goût pour la politique et pour l'activité associative en général. J'ai été président d'une loge du Bnei Brit ici en Israël, la loge francophone de la région du Sharon. Je siège aussi au conseil, au board de Qualita, au board, ce qu'on appelle le board d'honneur. Donc j'ai toujours eu de l'intérêt pour la vie associative et aussi de l'intérêt intellectuel pour la vie politique, qui est resté dans le domaine intellectuel jusqu'en 2011. Quand j'étais membre du Likoud, encore 4 ans, jusqu'en 2015, mon intérêt s'est confirmé. Et ensuite, j'ai rejoint Zehut en 2015, dont je suis membre depuis donc 3 ans. Et je serai effectivement sur la liste de la Knesset pour ce parti aux prochaines élections. Alors là, du coup, cette tendance, cette affection pour la politique, c'est carrément transformé en véritable engagement, puisque, comme vous l'avez dit, vous avez été élu parmi 3000 militants qui font partie du parti Zehut. Donc, c'est un petit parti encore, pour l'instant, pas encore très connu. Vous avez été élu pour être parmi les 15 membres qui sont susceptibles de rentrer à la prochaine Knesset, lors des prochaines
prochaines élections du pays. Donc là, pas les municipales, mais les législatives. Exactement. Alors, le parti Zéhout, effectivement, n'est pas très connu, puisque d'après les sondages que nous avons faits, environ seulement un tiers des Israéliens le connaissent. Ouais. Par contre, 85% des Israéliens connaissent Moshe Feiglin. Bien sûr. Voilà, donc on est en train de faire notre petite campagne, chacun des 15 candidats et le parti en parallèle, de façon à mieux faire connaître le parti et de confirmer la popularité qui est grande de Moshe Feiglin. Moshe Feiglin qui a souvent été estampillé comme quelqu'un d'assez extrême dans ses positions et quand on rentre un petit peu dans le détail de votre programme, c'est pas toujours le cas. Pas du tout. C'est un parti qui est extrêmement ouvert sur tous les plans, qui prône la liberté totale, en particulier sur le plan économique. On a un programme économique qui est extrêmement intéressant, puisque comme vous le savez, ça a été prouvé par une étude qui a été faite par l'OCDE. Les prix en Israël sont 15 à 45% plus chers qu'en dehors d'Israël, notamment par rapport aux pays européens, alors que l'Israélien travaille plus. Et gagne un petit peu moins quand il est salarié. Et donc, si vous voulez, il y a là une incohérence qui est due au fait qu'il n'y a pas assez de concurrence, il y a beaucoup trop de monopoles dans beaucoup trop de domaines. Et puis, il y a aussi une bureaucratie qui est étouffante et qui est superflue dans beaucoup de domaines. Et il y a des droits de douane qui sont totalement rédhibitoires sur beaucoup de produits. Et quand je dis que les produits en Israël que la vie est chère en Israël et que les produits sont chers, je ne parle pas de produits de luxe. Je parle de produits de base, y compris la nourriture. De première nécessité. Donc ça fait du mal, en premier lieu, aux couches défavorisées. Donc si vous voulez, on souhaite vraiment libéraliser l'économie, démolir autant que faire se peut la bureaucratie, encourager la concurrence de façon à ce qu'on soit vraiment une économie moderne où il n'y ait pas seulement la high-tech qui marche. Évidemment que la high-tech marche. Il faut encourager son développement merveilleux. Mais il faut aussi que la low-tech et toutes les composantes traditionnelles de l'économie israélienne marchent aussi et que ça ne soit pas épouvantable de faire les fins de mois, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Il faut dire la vérité. Bon, alors ça, vous nous avez parlé du volet un peu économique de votre parti, mais vous allez être surtout connu par vos prises de position politiques, notamment par rapport aux fameuses États ou pays à deux États, on va dire une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, ou un État unique, comme on en parle beaucoup en ce moment. Vous avez des positions et des solutions assez claires sur ce thème. Absolument. Je pense que c'est... Je profite de vous avoir sous la main pour faire connaître un peu votre parti, parce que nous, ici, c'est pas qu'on fait forcément de la politique, c'est pas ça, mais on essaye de donner le maximum d'informations à ceux qui nous écoutent. On peut pas échapper à la politique, elle est partout, donc il y a pas de... C'est pas indécent de faire de la politique, c'est tout à fait bien d'en parler. Alors oui, nous avons une approche politique en ce qui concerne l'avenir de la Judée-Samarie, et non seulement c'est pas nouveau, mais je pense que ça fait partie de l'ADN de notre parti, puisque Moshe Feiglin s'est rendu célèbre pour la première fois en 1993, et il a été, je pense, le seul homme politique qui s'est... Enfin, celui, en tout cas, parmi tous les hommes politiques... Il n'était d'ailleurs pas homme politique, c'était un simple citoyen à l'époque, mais c'est la personne, on peut dire, qui s'est opposée de la façon la plus claire et la plus forte aux accords d'Oslo. On peut dire, avec le recul de l'histoire, puisque 25 ans se sont passés, quand même, qu'il a eu parfaitement raison. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des Israéliens, y compris ceux de gauche, divergent peut-être avec Zéhout sur l'avenir, sur ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui, mais la plupart des gens de bonne foi acceptent le constat que les accords d'Oslo sont une catastrophe et un échec absolument total qui nous a coûté plus de 1000 morts et plus de 7000 blessés, dont beaucoup sont estropiés à vie et sont dans des chaises roulantes. Il faut quand même le rappeler, ça. Bien, donc si vous voulez, nous, notre position, elle est parfaitement claire, et elle est depuis 1993. On ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir deux États en Eretz Israël. On pense qu'il doit y avoir un seul État, et par conséquent, dans notre programme, on doit rapidement, le plus vite possible, annuler le plus officiellement du monde cet échec cuisant qu'ont été les accords d'Oslo et exercer la pleine souveraineté d'Israël. Comment ça peut s'organiser ? Je crois que vous avez trois solutions. Alors la question, quand on dit ça, en général, on est confronté à deux questions. Et je vais m'efforcer de répondre à chacune d'entre elles. La première, c'est qu'est-ce que vous faites de la population qui est en majorité arabo-musulmane qui habite en Judée-Samarie ? Alors,
On leur propose 3 solutions. La première, pour ceux qui le souhaitent, c'est de poser leur candidature à l'obtention de la citoyenneté israélienne. Ça n'est en aucune manière automatique parce que ça ne l'est nulle part dans un pays normal développé. Donc vous êtes pour plutôt une façon de faire à l'américaine où on peut demander la citoyenneté israélienne et on l'obtient à condition d'être un fervent patriote, même si on est arabe. On l'obtient après un processus très long et très compliqué comme aux États-Unis, comme en Suisse, comme maintenant dans la plupart des pays développés. Et après que le candidat ait reconnu et accepter l'existence de l'État juif en Eretz Israël, comme c'est marqué noir sur blanc dans la déclaration d'indépendance. Cette expression ne vient pas de moi, elle a été prononcée par Ben Gurion et elle est inscrite dans la déclaration d'indépendance. Nous sommes un État juif en Eretz Israël, que ce soit bien clair. Et cette personne doit jurer allégeance à ce pays-là, comme le font les candidats à la naturalisation américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, vous mettez la main sur le cœur et vous dites « I pledge allegiance to the flag of the United States », etc., etc. Et c'est la dernière étape, après de nombreuses années. Après des vérifications. Et des circonvolutions administratives terribles. Donc ce circuit est possible, mais il est en aucune manière automatique. On ne distribue pas des passeports et des cartes d'identité comme des tracts. Restons calmes. La deuxième possibilité, c'est pour ceux qui ne souhaitent pas, et c'est légitime, et c'est les respecter de leur poser la question. Faire allégeance au drapeau. Ceux qui ne souhaitent pas être citoyens d'un pays dont le drapeau est un talit, il faut le rappeler, avec une Magen David au milieu, dont l'hymne national est la Tikva et dont l'emblème est la Menorah, eh bien, ils peuvent très bien rester résidents permanents. Mais il faut bien qu'ils aient présent à l'esprit. La conséquence, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vote. Pas de droit de vote. Ce qui n'est pas un drame épouvantable, pour 2 raisons. La première, c'est que ce système d'être résident permanent sans avoir le droit de vote, dans de nombreux pays. Il existe dans de nombreux pays, comme par exemple Porto Rico, vous avez 3,5 millions d'habitants qui n'ont pas le droit de vote. Et j'ai jamais entendu parler d'une bombe qui a explosé dans une église à Porto Rico. Et la deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vote aujourd'hui. Tous les habitants arabes musulmans de Judée-Samarie et de Gaza ne votent pas. Il n'y a pas d'élection. Il aurait dû y en avoir depuis de très nombreuses années. Mais ils n'ont pas le droit de vote aujourd'hui, donc on leur enlève rien. Il faut bien le comprendre. On leur enlève rien du tout. D'accord. Ok, donc ça c'est voilà. la deuxième solution. La troisième. La troisième solution, c'est qu'il faut bien comprendre que beaucoup d'entre eux, d'après de nombreux sondages, plusieurs dizaines de pourcentages des habitants de Judée-Samarie, et pourcentage encore plus élevé à Gaza, mais parlons de la Judée-Samarie, veulent partir parce qu'ils ne voient pas d'avenir. Beaucoup de jeunes souhaitent partir. Et la plupart, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que d'une part, l'économie se porte beaucoup plus mal qu'en Israël, par exemple, ou dans d'autres pays, parce qu'il n'y a aucune liberté d'expression, d'association, de partis politiques, etc. Et aujourd'hui, ça n'est plus supportable par les jeunes, à l'époque d'Internet, de Facebook, de la liberté de penser, de surfer. Donc certains veulent partir. Donc beaucoup veulent partir, et malgré les énormes... leur famille à l'étranger, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de Palestiniens appelés les Palestiniens par convenance, parce qu'en fait, il n'y a pas d'identité nationale palestinienne. Mais les Arabes musulmans de Judée-Samarie, si vous voulez, ont beaucoup de familles en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, dans les pays du Golfe, arabes, etc., etc. Et donc, beaucoup d'entre eux veulent partir et partent malgré les gros bâtons dans les roues que leur met l'autorité palestinienne. Il y en a entre 20 et 40 000 qui partent chaque année. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième question qui nous est fréquemment posée. C'est qu'on nous dit, mais vous êtes fous, si vous faites ça, on va être noyé démographiquement. Alors, c'est totalement faux, parce que depuis 10 ans, il y a eu un énorme changement. La fertilité de la femme juive est devenue supérieure à la fertilité de la femme arabe entre le Jourdain et la mer. Et c'est vrai pour toutes les femmes juives, quel que soit leur profil vis-à-vis de la religion. La femme juive, c'est le record dans tous les pays occidentaux, fait plus de 3, quelque chose enfants par femme. Et la femme musulmane arabe, sa fertilité est en chute libre, à tel point qu'aujourd'hui, la femme juive fait plus d'enfants que d'autre part. Comme je viens de le dire, il y a 20 à 40 000 résidents arabes musulmans de Judée-Samarie qui partent sans aucune aide. Donc sinon, on les aide matériellement, par une aide financière. Il y en a beaucoup plus qui partiront. Et nous, par contre, on reçoit 20 à 40 000 olim, et ça pourrait continuer d'augmenter. Une petite pensée, malheureusement, pour ce qui s'est passé aux États-Unis hier. Je ferme cette triste parenthèse.
Alors donc, c'était l'occasion un peu d'en savoir plus sur votre programme électoral, sur ce que vous proposez, en tout cas sur votre vision du monde, d'Israël de demain. Voilà. Alors vous avez aussi des points dans votre programme. On a parlé par exemple du programme économique, mais vous avez aussi des points qui sont similaires avec ceux qui sont plutôt de gauche. Voilà. Oui, tout à fait. Vous défendez un peu oui, tout sur à fait. certains thèmes. Oui, tout à fait. Il y a pas longtemps. Bon, pas sur le thème dont on vient de parler, ça c'est sûr. Oui, mais tout à fait. Sur le thème de l'avenir de la Judée-Samarie, on a une vision complètement opposée. À 180 degrés voilà. de la gauche, de l'extrême gauche en tout cas. Par contre, on a vu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, des manifestations où vous aviez vision surréaliste, l'un à côté de l'autre, Moshe Feiglin et Tamar Zandberg, la responsable de Meretz, qui manifestaient ensemble contre l'interdiction d'armes à des régimes totalitaires qui tuent leurs... La vente d'armes. La vente d'armes, pardon. Ouais. La vente d'armes à des régimes totalitaires qui tuent leurs propres citoyens ou à des bandes non contrôlées, notamment en Afrique, il y en a beaucoup, qui vraiment tuent des civils d'une manière dramatique et cruelle avec des armes made in Israël. Donc ça, nous, on pense que nous, les Juifs, nous sommes les inventeurs du concept de morale par les 10 commandements. On ne doit pas laisser ce genre de choses se faire. On est contre et ça se fait aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a rejoint, ou la gauche nous a rejoint, en tout cas, on s'est rejoint. En tout cas, vous êtes d'accord. On s'est rejoint sur cette idée. Ouais. Voilà, l'autre point, par exemple, il y en a d'autres, mais oui, je peux en citer un second. Il y a bien 3 ou 4. Je peux en citer un second, par exemple, si notre temps est limité. C'est qu'on pense qu'il faut s'acheminer vers une armée de métier d'une manière progressive, en prenant toutes les garanties pour qu'Israël conserve toujours et amplifie sa supériorité militaire, parce que nous n'avons pas le droit, nous, de perdre une seule guerre. Mais on pense que pour des raisons technologiques et pour des raisons financières, il faut s'acheminer vers une armée de métier tout en conservant un service civil et les tyronautes, parce que les tyronautes, c'est une formation minimale, et le service civil, ça permet de conserver et d'entretenir le lien entre le citoyen et son pays. Il ne faut pas qu'on tombe dans une situation comme c'est le cas de la France aujourd'hui, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, il y a un sentiment d'aliénation entre un certain nombre de citoyens et leur pays dont ils sont citoyens. Alors, on pourrait encore détailler le programme pendant longtemps, mais ce qu'on voulait faire savoir aux auditeurs qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent, c'est que vous avez mis en place un système d'élection ouverte pour tous les Israéliens pour voter pour la prochaine Knesset. Exactement. Voilà. Pour voter à nos élections primaires. Oui. Et ça, c'est très intéressant à 2 points de vue, parce que à ce double point de vue, c'est sans précédent dans l'histoire politique d'Israël. C'est-à-dire que notre liste de candidats pour la prochaine Knesset, elle a commencé à être formée à l'occasion d'un premier tour où les adhérents du parti ont élu, et on était 3000 à peu près, ont élu 15 candidats. Je suis l'un des 15, je suis le seul francophone dans les 15. Et nous passons à une deuxième étape. Un deuxième tour. Ce deuxième tour, et c'est là que c'est sans précédent dans l'histoire d'Israël, ce seront des élections primaires ouvertes. C'est-à-dire que tout citoyen d'Israël qui a le droit de vote pourra, après s'être inscrit sur un site dédié, dont vous pourrez mettre l'adresse sur votre site, pourra s'inscrire aux élections et donc avoir complètement le droit de vote, même s'il n'est pas du tout membre de Zéhout. Oui, même s'il est membre d'un autre parti, mais si par exemple il a envie de participer à vous élire, voilà. C'est possible. Voilà. Et puis la deuxième nouveauté, c'est qu'on pourra aussi voter donc, pour cette désignation, on va dire, des membres de cette liste par Internet. Donc ça aussi, c'est nouveau, c'est très récent, mais... Exactement, c'est une deuxième nouveauté sans précédent dans l'histoire d'Israël et on pense que c'est parfaitement compatible avec le profil d'Israël qui est une start-up nation. Ouais. On pense que c'est très bien, qu'il faut le faire. Donc, on a pris toutes les précautions sur le plan de la sécurité. C'est la raison pour laquelle il faut s'inscrire sur le site. Alors, on vous sent avant de voter. Avant de voter, ok. On mettra les liens. Alors, on vous sent très, très investi, très, très à fond dans ce parti Zéhout. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il représente le plus fidèlement les valeurs sionistes qui sont celles dont j'ai toujours été partisan. Le sionisme, c'est pas la moitié de la terre d'Israël ou la moitié de Jérusalem. C'est toute la terre d'Israël, donc jusqu'au Jourdain, et c'est tout Jérusalem. Je suis ulcéré, par exemple, par le fait que les Juifs n'ont pas le droit d'aller voter sur le mont du Temple.
De monter sur le mont du Temple, pas voter. Non, monter, on peut y aller. J'y étais pendant Halamouet Soukot, j'y étais. On n'a pas le droit de Vous avez dit prier. Voter. Ah, de prier. Non, j'ai dit voter. Non, j'ai dit voter sans doute parce que j'étais encore dans la question précédente. Pardon. Non, les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple. Ah, on en a beaucoup parlé. C'est quand même choquant. Je veux dire, ça choque la liberté de culte. Le principe de la liberté de culte dans une démocratie, c'est quand même basique. Et en plus, sur le mont du Temple, et en plus, c'est que les Juifs. Donc, c'est une honte, c'est un scandale. Donc, c'est pas le sionisme que j'ai appris. C'est pas le sionisme tout court. C'est pas ça le sionisme. Et donc, je pense que Zehut représente fidèlement les valeurs du sionisme. Et deuxièmement, ça c'est peut-être mon côté d'homme d'affaires et d'économiste qui m'inclut en présent. Je suis choqué par le fait qu'il y ait tant de monopoles, que les prix soient exorbitants en Israël, que la cherté de la vie soit ce qu'elle est, que les prix de l'immobilier soient totalement délirants. Et tout ça, ça peut se régler par une politique économique tout à fait ajustée, et ça correspond à notre politique économique, à notre programme économique. Nous avons des solutions pour ça. Ok, donc vous pensez aussi que le problème palestinien pourra se régler en fonction de ce que vous nous avez déjà exposé. Vous pensez que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes, qui pensent qu'il n'y aura jamais de solution, que les solutions qu'on nous propose ne sont pas adaptées, que personne n'est capable de régler cette situation qui est parfois très compliquée à vivre au quotidien pour nous, les citoyens. Vous pensez que... Je pense absolument. Je pense que notre solution va réussir parce qu'elle est basée sur la vérité. Les autres solutions, comme par exemple l'accord d'Oslo, étaient basées sur des mensonges auxquels on a adhéré, le sachant quand même, en espérant qu'on arrivait à la paix. Le problème des Israéliens en général... Ne parlons pas des autres, mais concentrons-nous sur... Le problème des Israéliens en général, c'est qu'ils veulent la paix d'une manière terriblement intense. Et ça, c'est merveilleux, c'est beau, franchement, c'est formidable. Mais le problème, c'est que ça nous fait faire des erreurs. On en a fait quelques-unes. Hein. Et sans doute que l'accord d'Oslo, c'est l'une des plus grosses. On a compris. Voilà, je crois qu'on l'a compris. Alors, l'un des mensonges sur lesquels sont basés les accords d'Oslo, c'est qu'il existe une identité nationale palestinienne. Or, c'est parfaitement faux. N'importe qui veut se donner la peine d'apprendre un tout petit peu l'histoire comprend rapidement que les habitants musulmans de la Judée-Samarie appartiennent à la grande Oumma, comme on dit en arabe, arabo-musulmane, et qu'il n'y a pas d'identité palestinienne proprement dite. J'en veux pour preuve d'ailleurs que pendant 20 ans, de 1948 à 1967, je mets au défi tout journaliste, tout chercheur, tout historien, de me produire un document quelconque, un tract, une interview de radio, un texte quelconque dans un journal, dans lequel il y aurait un arabe musulman habitant la Cisjordanie occupée, donc qui est en fait la Judée-Samarie, occupée illégalement par la Jordanie pendant 20 ans. Je mets au défi quelqu'un de me présenter un texte disant « Nous sommes palestiniens, nous avons une identité nationale différente de celle des Jordaniens et par conséquent on demande l'indépendance ». Rien, zéro, ça n'existe pas. Ils n'ont pas d'identité nationale propre. Il faut en tirer les conclusions. Si vous basez le futur sur la vérité, c'est solide, ça tient le coup. Vous savez bien qu'à chacun sa vérité, tout le monde ne peut pas être forcément d'accord avec vous. Non, je pense que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Non, on peut diverger sur les solutions. Okay. Par contre, sur le fait... On ne peut pas diverger parce que ce sont des faits. Et c'est un fait qu'il n'y a pas d'identité nationale palestinienne. Il n'y a pas d'histoire palestinienne. Et ceux qui me le disent, je les mets au défi de me citer dans l'histoire le nom d'une monnaie palestinienne, d'une capitale palestinienne, d'un roi palestinien. Ouais. Voilà. Donc, sur les faits, on peut pas dire, on doit être d'accord sur les faits, sinon ça devient le mensonge et là, ça s'effondre comme s'est effondré l'accord d'Oslo. Bon, après, on peut diverger sur les solutions. Alors, on voit que des arguments, vous en avez, des solutions, vous en avez aussi. Juste pour revenir à notre thème, on parlait d'Alia, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui arrivent et qui vous voient, qui vous entendent comme ça parler de tous ces sujets? Est-ce que pour vous, s'engager en politique, c'est aussi un moyen de s'intégrer en Israël? Absolument, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'approche des élections municipales qui vont avoir lieu dans 2 jours. J'ai apporté mon soutien à tous les candidats Olim, qui ont le niveau bien sûr, et le niveau d'hébreu et le niveau personnel aussi pour prétendre être un bon candidat. J'ai apporté mon soutien à ces candidats Olim un peu partout en Israël. Ce que j'ai à dire 2 choses. D'une part, à ceux qui envisagent de faire leur alia, je leur demande de la préparer. Parce qu'une partie des échecs des aliotes de France
vient du fait que beaucoup de gens arrivent ici Manque de mal préparés. préparation. J'ai entendu parler d'un couple, par exemple, qui était venu en vacances au mois d'août, et puis le mari dit à sa femme, pendant qu'ils sont sur la plage en train de bronzer, qu'est-ce qu'on fait alors? On rentre ou on reste ou on rentre à Paris? C'est pas comme ça qu'on prépare une alia. Une alia, c'est un acte sérieux, fondamental. Ça se prépare. Ça, c'est la culpabilité côté Olim. Maintenant, il y a une culpabilité aussi côté État d'Israël, et c'est peut-être aussi pour ça que je rentre en politique, c'est que le Misrad HaKlita, le ministère de l'Intégration, et dans une certaine mesure aussi l'agence juive, sont devenus au fil des ans des organisations bureaucratiques, rouillées, inefficaces, et leur aide arrive très très marginalement au Olim, particulièrement au Olim francophone. Donc je préconise une situation, ou en tout cas j'ouvre le débat. J'ai ouvert ce débat sur ma page Facebook, j'ai eu beaucoup de réactions pour, beaucoup de réactions contre. Je suis ravi en tout cas que le débat soit ouvert. Je pense qu'on devrait s'acheminer vers une réflexion qui pourrait nous conduire à une organisation semblable à celle qu'ont mis en pratique les anglo-saxons, qui ont Nefesh Benefesh, et qui marche très très bien. Le Misrad HaKlita a délégué donc toute son autorité et une partie de son budget à Nefesh Benefesh. L'agence juive n'est pas active aux États-Unis et au Canada, et ça marche beaucoup mieux. Ils ont un taux d'échec nettement inférieur au nôtre. Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée. On peut diverger, mais en tout cas, on doit poser le problème. On ne peut pas observer les nombreux échecs que l'on observe, les retours que l'on observe, qui découragent les nouveaux Olim, sans rien faire. De ce point de vue, vraiment, je trouve que Kalita fait un super travail. Bon, il y a aussi beaucoup de réussites. Il ne faut pas non plus... il y a beaucoup de réussites. Il y a beaucoup de réussites. Il y a bien sûr des gens pour qui ça ne marche pas. Il y a beaucoup de réussites, mais il y a... On n'ose pas mesurer le pourcentage des échecs d'une manière objective, puisque je pense qu'on a un peu peur, en tout cas le gouvernement, le Misrad HaKlita a peur de le mesurer objectivement. Ils l'ont fait, ils disent que c'est 4%, c'est complètement faux. Non, c'est un peu plus que ça. C'est entre 10 et 30%. Non, 30 c'est trop, mais entre 10 et 30. J'ai parlé avec un chef de communauté haut placé en France qui m'a dit que après c'est un peu moins. De toute façon, il suffit de parler avec des sociétés qui font des cadres, voilà, qui récupèrent les conteneurs et qui refont le chemin. C'est un peu moins de 30%. Non, mais si vous voulez, c'est plutôt aux alentours de 20. Ouais, plutôt dans ces eaux-là. C'est ce que j'aurais tendance à penser aussi. Mais ce qui est clair, en tout cas, si vous voulez, c'est qu'il y a des vrais problèmes et que donc on doit les adresser franchement en reconnaissant leur existence. C'est formidable que on regarde la moitié pleine du verre et qu'on dise non, il y a 80% nous, on fait tout, on donne la parole à tout le monde, à ceux qui réussissent, à ceux qui réussissent moins. On est très conscient dire qu'il y a 80%, de tout ça, on essaye de donner de l'information. Tout à fait. Dire qu'il y a 80% qui réussissent, c'est merveilleux, mais je pense que l'État doit s'intéresser à ces 20%. Mais ces 20% encore une fois, à tous ceux qui ont aussi envie de venir nous rejoindre. Bien sûr, mais si vous voulez, l'échec doit être partagé entre la mauvaise préparation de certains Olim et la politique du gouvernement qui n'est pas bonne. Ce qui moi, ça me fait mal au cœur parce que je pense que les Juifs de France, d'abord, sont très nombreux. Je crois que c'est le pays occidental le plus peuplé de Juifs après les États-Unis. Et c'est très dommage pour eux de ne pas faire leur alia parce que qu'ils restent en France ou qu'ils aillent ailleurs, comme beaucoup le font en Floride ou au Canada ou ailleurs, à long terme, ils vont disparaître. Bon, et d'autre part, le peuple juif en dehors d'Israël va disparaître à très long terme, d'ici 200-300 ans. C'est ce qu'a calculé le spécialiste dans la matière qui s'appelle Dov Maimon. Et ces arguments et ces chiffres et ces calculs sont difficilement contestables. Donc je pense qu'eux, ils perdent en ne venant pas ici. Et d'autre part, nous, on perd. En tant que pays, en tant qu'Israël, on perd parce que ce sont des gens d'un très bon niveau qui viennent d'un pays occidental, très souvent avec une très bonne éducation et avec certains aspects de leur culture qui sont intéressants. La culture israélienne, c'est un kaléidoscope de plusieurs cultures. Je pense que la petite parcelle francophone de cette culture est intéressante. Et on a des choses à amener à Israël comme on a des choses à recevoir d'Israël. Alors Albert Lévy, merci d'être venu. Voilà, vous, pour le coup, c'était un parcours d'Alia réussi parce que vous êtes vraiment complètement intégré. 24 ans, c'est pas si long en fait. Non, c'est long et pas tellement. Voilà, ça passe très vite. Ça passe vite. Ça passe très vite. J'avais 3 enfants qui avaient respectivement 10 ans, 9 ans et 7 ans quand on est arrivé. Et aujourd'hui, ils ont respectivement 34, 33 et 31. Et la 4e. Ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. La 4e année ici, ils sont toujours là. Ils ont tous fait l'armée
à fond. Ma fille aînée était même... Ils sont tous intégrés parfaitement. Était même officiers. Ils sont tous Bravo. intégrés parfaitement. Ils ont des jobs très intéressants. Et voilà, donc je suis dans les 80% des aliotes réussis. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour votre engagement politique au sein du Parti Zéhout. Merci d'avoir témoigné et d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. Merci infiniment de m'avoir reçu, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.